Ma femme a vidé notre compte commun et m'a envoyé un message, je commence ma nouvelle vie avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Ne me suis pas, minable. Je mérite cet argent après avoir gâché des années avec ton existence ennuyeuse. J'ai répondu, je ne le ferai pas, puis, j'ai signalé à la police la voiture de collection qu'elle avait volée. 12 heures plus tard, la patrouille frontalière m'a appelé. Maintenant, lançons la vidéo. Compte jetable, parce que cette histoire implique des crimes fédéraux et une procédure judiciaire en cours. Cela s'est passé il y a environ 20 mois et je suis enfin prêt à tout raconter, car honnêtement, la fin est bien meilleure que tout ce que j'aurais pu prévoir. Moi d'abord, j'ai 36 ans, je suis électricien depuis environ 12 ans. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée, gravi les échelons, et aujourd'hui je dirige des équipes pour une entreprise d'électricité de taille moyenne. Le boulot paie bien, il est stable, avec des avantages syndicaux. Pas riche, mais à l'aise, tu vois. Je possède ma maison, mon camion est payé, et j'ai un compte retraite plutôt correct. La seule chose vraiment précieuse que je possédais, c'était la voiture de mon grand-père, une Shelby GT5 Sense de 1967, tout est d'origine, numéro concordant. Grand-père l'avait acheté neuve en rentrant de Corée, et l'a entretenu à la perfection toute sa vie. Quand il est mort il y a 8 ans, il me l'a laissé à moi, pas à mon père ni à mes oncles, parce que j'étais le seul qui s'intéressait vraiment aux voitures. Elle vaut probablement 180 000 $ maintenant, peut-être plus. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était mon lien avec le vieux, celui qui m'a pratiquement élevé après le divorce de mes parents. J'étais marié à Stéphanie depuis 9 ans. Elle a 34 ans, travaille dans la vente pharmaceutique, gagne bien sa vie, souvent plus que moi en réalité, ce que sa famille ne me laissait jamais oublier. Stéphanie vient d'un milieu aisé. Son père possède 2 concessions BMW, sa mère est une sorte de conseillère financière, son frère est avocat. Des gens du genre club privé, qui ont toujours fait comprendre qu'ils pensaient que leur fille se dévalorisait en épousant un homme de métier. La première fois que j'ai rencontré les parents de Stéphanie, son père m'a littéralement demandé si je comptais faire quelque chose de plus professionnel de ma vie. Sa mère n'arrêtait pas de dire à quel point le travail manuel est dur pour le corps, et que je devrais peut-être envisager de reprendre mes études. Son frère me présentait aux gens comme « l'électricien », comme si ça expliquait tout ce qui n'allait pas chez moi. Stéphanie me défendait toujours en public, mais je voyais bien que ça la dérangeait aussi. Elle faisait de petites remarques sur le fait que je rentrais sale, que je travaillais avec mes mains, que je manquais d'ambition. Elle disait qu'elle essayait juste de me motiver, mais j'avais plutôt l'impression qu'elle avait honte. J'aurais dû voir les signes, mais l'amour rend aveugle, pas vrai? Le mercredi matin 14 avril, une date gravée dans ma mémoire à jamais, je me suis réveillé vers 5h15 pour aller travailler et le côté du lit de Stéphanie était vide. La lumière de la salle de bain était éteinte, pas de bruit de cafetière. Étrange, mais elle se levait parfois tôt pour aller à la salle de sport avant ses rendez-vous. Puis j'ai vu mon téléphone clignoter sur la table de nuit. Message reçu à 3h du matin, je commence ma nouvelle vie, ne me suis pas, je l'ai lu 3 fois avant de vraiment comprendre. Je commence ma nouvelle vie. La veille au soir, on avait regardé un film ensemble, parlé d'un possible week-end chez ses parents. Tout semblait normal, ou aussi normal que possible ces derniers temps. Sans réfléchir, j'ai répondu « je ne le ferai pas », une réponse automatique, tu vois. Mais ensuite, la réalité m'a frappé. J'ai parcouru la maison et c'était évident qu'elle préparait ça depuis des semaines. Son placard était à moitié vide, tous ses beaux vêtements partis, ne restaient que des vieilleries et des habits qu'elle ne portait jamais. La salle de bain était vidée. Même sa tasse à café avait disparu de la cuisine. C'est là que j'ai vérifié notre compte en banque. On gardait nos principales économies dans un compte joint à la First National. Hier, il y avait 38 650 $. C'était l'argent qu'on économisait pour un acompte sur une maison plus grande, pour les urgences, pour les vacances. Je venais tout juste de déposer mon chèque de prime trimestrielle et j'étais assez satisfait de notre situation financière. 127,83 $. Un retrait électronique effectué à 3h du matin. 38 522 $ envolés. Je suis resté planté là, dans ma cuisine, en sous-vêtements, à regarder l'écran de mon téléphone. Ça devait être une erreur. Une fraude. Quelque chose. Mais le timing. Le message. Le placard vide. Voici le problème, légalement, cet argent était autant à elle qu'à moi. Compte commun, 2 noms. Elle pouvait prendre chaque centime et je ne pouvais rien y faire, sauf peut-être devant le juge aux affaires familiales. Ensuite,
je suis allé au garage pour voir la voiture de grand-père. Vide. Cette dalle en béton où la Shelby était garée depuis 8 ans était juste vide. La housse avait disparu. Les clés n'étaient plus sur le crochet. Même le chargeur de batterie avait été débranché et embarqué. Je suis resté là, à regarder cet espace vide. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Pas juste de la colère. Une sorte de fureur glaciale, qui a commencé dans ma poitrine et s'est répandue dans tout mon corps. Parce que pour l'argent, oui, ça faisait mal, mais techniquement il nous appartenait à tous les deux. Mais la voiture, ça, c'était à moi. Le titre était à mon nom uniquement, un bien acquis avant le mariage, mon héritage de grand-père. Stéphanie venait de passer du statut de femme en instance de divorce à celui de voleuse de voiture. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai préparé un café avec les mains tremblantes, et j'ai appelé la police. Je veux signaler un véhicule volé. L'opératrice m'a posé les questions classiques, quel lien avec le propriétaire, quand je l'avais vu pour la dernière fois, description du véhicule. Quand je suis arrivé à, ma femme l'a pris quand elle est partie ce matin, il y a eu un silence. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir déposer cette plainte? Une fois que nous lançons une enquête criminelle, il n'y a pas de retour en arrière. Madame, ma femme a volé la voiture de mon grand-père pour financer sa fuite vers on ne sait où. J'en suis très sûr. 20 minutes plus tard, l'agent Rodriguez s'est présenté. Professionnel, la quarantaine bien entamée, il a pris son temps pour examiner chaque détail. Je lui ai montré le certificat de propriété, l'enregistrement, les papiers d'assurance, même des photos de moi et de grand-père avec la voiture au fil des années. Monsieur Chen, je dois vous dire que c'est inhabituel. Dans la majorité des situations domestiques comme celle-ci, la voiture est considérée comme un bien commun, même si un seul nom figure sur les papiers. Agent, cette voiture appartenait à mon grand-père. Il me l'a léguée spécifiquement. Ma femme n'a aucun droit légal dessus, aucun. Il a hoché la tête et a commencé à remplir les formulaires. Il a pris des photos du garage vide, des clés manquantes, même la trace des pneus encore visible sur le béton. Ensuite, il a passé l'appel, avis de recherche pour une Shelby GT5 Sense de 1967, bleue avec bande blanche, plaque d'immatriculation. Entendre ces mots était irréel. Ma femme depuis 9 ans était officiellement une criminelle recherchée. Une fois l'agent Rodriguez parti, je suis resté dans mon garage vide, à boire du café en pensant à grand-père, à comment il avait fait des doubles horaires à la scierie pour pouvoir s'acheter cette voiture, à comment il passait tous ses week-ends à la maintenir dans un état parfait, à quel point il était fier de me la transmettre à moi, le petit-fils qui se souciait réellement de préserver sa mémoire. Et maintenant, une femme qui l'appelait, juste une vieille bagnole, l'avait volée pour financer sa nouvelle vie avec n'importe quel minable avec qui elle me trompait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier ma revanche. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade la première fois en environ 3 ans et j'ai passé la journée à jouer au détective. Si Stéphanie avait planifié tout ça pendant des mois, il devait y avoir des preuves quelque part. J'ai commencé par son ordinateur. Elle avait toujours été négligente avec les mots de passe. Elle disait toujours « On est mariés, qu'est-ce que j'aurais à cacher ?» Eh bien, il s'avère qu'elle avait beaucoup à cacher. L'historique du navigateur était une vraie mine d'or, recherche sur les passages à la frontière mexicaine, loi sur l'exportation de voitures classiques, divorce au Mexique, traité d'extradition entre les États-Unis et le Mexique. Et aussi beaucoup de recherches sur un certain Brandon Kozloff. En le recherchant en sens inverse, j'ai vu qu'il bossait dans sa boîte. Directeur régional des ventes, originaire d'Ukraine, divorcé depuis environ 2 ans. J'ai trouvé leur échange de mails remontant à 7 mois. Ça avait commencé de façon professionnelle, mais c'est devenu personnel très vite, et sexuel dès le 3e mois. Le mois dernier, ils s'appelaient « Bébé » et planifiaient leur avenir ensemble à Puerto Vallarta. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est qu'ils ne fuyaient pas juste ensemble, ils avaient un plan d'affaires. Selon leurs emails, les voitures américaines classiques valent une fortune au Mexique. Une véritable Shelby GT5 Sense pourrait se vendre 300 000 $ là-bas, surtout aux bons acheteurs qui ne posent pas de questions sur les papiers. Brandon avait des contacts, des types prêts à payer cash pour le bon véhicule, sans poser de questions. Ils allaient vendre la voiture de grand-père pour financer leur petit nid d'amour. J'ai aussi trouvé des relevés bancaires. Stéphanie avait ouvert un compte secret dans une autre banque il y a environ 4 mois. Elle avait commencé à siphonner notre compte commun par petites sommes de $2 ici, 5 cents là, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait une alerte de fraude. Elle avait mis de côté environ 8 000 $ sans que je ne m'en rende compte.
mais la preuve irréfutable, c'était un mémo vocal qu'elle s'était laissé il y a 2 semaines. Brandon a confirmé que son contact à Guadalajara peut faire passer la Shelby dans les 72 heures après notre passage de la frontière. Estimation prudente, 250 000 $. Peut-être plus si elle est vraiment aussi impeccable que John le dit. Avec nos économies et mon fonds d'urgence, on aura près de 300 000 $ pour recommencer. John ne nous retrouvera jamais. Le Mexique n'extrade pas pour des délits matériels en dessous de 500 000 $. Elle avait étudié les lois d'extradition, bordel. J'ai passé le reste de la journée à tout copier sur une clé USB, email, historique du navigateur, relevés bancaires, même les relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de messages au numéro de Brandon. Puis j'ai appelé mon cousin Rick, qui est assistant juridique. John, ce que ta femme a fait. L'argent, ça va être dur de le récupérer puisqu'il appartenait aux deux. Mais la voiture, c'est carrément du vol. Tu as la preuve qu'elle est à toi, certificat, immatriculation, assurance, photo, même le testament de ton grand-père qui te la lègue spécifiquement. Alors elle est foutue. Vol qualifié de véhicule, transport de biens volés entre États, et si elle tente de la mener au Mexique, c'est de la contrebande. Ta femme est passée du tribunal familial à la prison fédérale. L'avis de recherche a été diffusé dans tout le pays cet après-midi-là. Chaque flic du Texas à la Californie était à la recherche d'une Shelby bleue de 67, avec ma femme au volant. Il ne restait plus qu'à attendre pour voir à quel point Stéphanie était stupide. L'appel est arrivé à 11h43 ce soir-là. J'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir, fixant le plafond en pensant à tout ça, quand mon téléphone a sonné. Monsieur Chen ? Ici l'agent Martinez, des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Nous avons retrouvé votre véhicule. Je me suis redressé si brusquement que j'en ai eu la tête qui tournait. Vous les avez trouvés? Oui monsieur. Votre Shelby GT5 Sense de 1967 a été repérée au poste de Calexico alors qu'elle tentait d'entrer au Mexique il y a environ 2 heures. Nous avons le véhicule en notre possession et 2 individus sont en garde à vue. 2 individus. Brandon était avec elle, exactement comme je l'avais supposé. L'agent Martinez a expliqué qu'ils avaient tenté de franchir la frontière vers 9h30 du soir, probablement en pensant que le service de nuit serait moins rigoureux. Mais l'avis de recherche avait automatiquement signalé la plaque d'immatriculation, et les agents des douanes ne rigolent pas avec les véhicules volés, surtout ceux qui valent 6 chiffres. Monsieur Chen, je dois vous informer que, en raison de la tentative de passage à la frontière, cette affaire est désormais de compétence fédérale. Les individus en garde à vue font face à des accusations de tentative de contrebande de biens volés. Stéphanie venait donc de passer du simple vol qualifié au trafic fédéral. J'ai appelé Rick immédiatement et il riait comme un fou. John, ta femme vient de transformer un possible accord de plaidoyer en peine minimale obligatoire. Les juges fédéraux ne plaisantent pas avec les contrebandiers. Le lendemain matin, j'ai dû me rendre au bâtiment fédéral du centre-ville pour donner des déclarations, fournir les documents, rencontrer des agents du FBI. L'agent Thompson, une femme vive au regard d'acier, du genre à pouvoir intimider un chef de gang, m'a expliqué à quel point Stéphanie était dans la merde. Monsieur Chen, votre femme et son complice ont été pris la main dans le sac en tentant de transporter un bien volé à travers une frontière internationale. Ils avaient des plans détaillés pour vendre le véhicule au Mexique, de faux papiers d'identité et plus de 15 000 $ en liquide. 15 000 $ provenant du compte secret de Stéphanie et de ce que Brandon avait amené. Ils avaient constitué un sacré fond de fuite. Le véhicule est dans notre dépôt, l'argent est conservé comme preuve jusqu'au procès, mais vous récupérerez tout plus tard. Votre femme, en revanche, risque de faire de la prison fédérale. L'agent Thompson m'a montré une partie des preuves saisies, de fausses cartes d'identité pour les deux, des cartes détaillées de routes secondaires pour éviter les postes de contrôle, même des cartes de visite des types au Mexique qui allaient acheter la Shelby. Ces abrutis avaient documenté toute leur conspiration criminelle. Mais le meilleur, c'était ce qui s'était passé lors de leur arrestation. Selon le rapport des douanes, les premiers mots de Stéphanie avaient été « C'est un malentendu, mon mari m'a donné la permission de prendre la voiture ». L'agent Thompson m'a regardé avec une expression qui disait clairement qu'elle avait déjà entendu tous les mensonges possibles. « Monsieur Chen, avez-vous donné à votre femme la permission d'emmener votre véhicule au Mexique ?» Agent Thompson, ma femme a volé ma voiture pendant que je dormais et a tenté de la faire sortir clandestinement du pays. Je ne lui ai absolument pas donné la moindre permission. Pendant ce temps, Brandon, apparemment, avait tenté de fuir en voyant les agents de la patrouille frontalière approcher. Il a parcouru environ 10 mètres avant qu'on ne le plaque au sol.
Un vrai génie du crime. Stéphanie était en garde à vue fédérale, risquait des années de prison, et essayait encore de s'en sortir par le mensonge. Certains ne tirent jamais de leçons. L'audience de mise en liberté sous caution de Stéphanie était fixée au vendredi. Rick m'avait expliqué que les juges fédéraux prenaient très au sérieux le risque de fuite, surtout quand quelqu'un a littéralement été pris en train de fuir le pays. John, ils ont tenté de faire passer ta voiture volée au Mexique. C'est l'exemple type de risque de fuite. Ne sois pas surpris s'ils refusent la libération sous caution. J'ai décidé d'assister à l'audience. Je devais voir ça de mes propres yeux. La salle d'audience était bondée, remplie de la famille de Stéphanie. Ses parents avaient l'air d'avoir pris 10 ans en une nuit. Son père, dans son costume hors de prix, avait l'air vidé. Sa mère agrippait son sac à main comme si on allait le lui voler. Son frère Kevin était là aussi, probablement en train de calculer les heures facturables pour gérer la crise. Quand ils ont fait entrer Stéphanie, vêtue de la combinaison orange de la prison, elle avait l'air complètement brisée. Elle avait maigri, ses cheveux étaient en désordre, plus rien de cette image soignée de professionnelle de la vente qu'elle avait toujours cultivée. Son avocate commise d'office a plaidé pour une caution raisonnable, présentant Stéphanie comme une délinquante primaire ayant pris de mauvaises décisions dans une crise conjugale. Le procureur fédéral n'a rien voulu entendre. Votre honneur, la prévenue n'a pas seulement commis un vol, elle a passé des mois à planifier une opération de contrebande complexe. Nous avons des preuves de l'obtention de fausses identités, de routes d'évasion détaillées, et de contacts établis pour écouler le bien volé au Mexique. Puis le procureur a enfoncé le clou, de plus, votre honneur, la prévenue et son complice avaient déjà négocié un prix de vente pour le véhicule volé. Ce n'était pas un crime impulsif. C'était une entreprise criminelle organisée à portée internationale. Le juge a fixé la caution à 500 000 $ en liquide uniquement, aucun cautionnement immobilier autorisé. La famille de Stéphanie avait l'air de s'être pris une massue en pleine tête. Son père m'a coincé sur le parking. John, tu dois arranger ça. Stéphanie a fait une erreur, mais elle ne mérite pas de pourrir en prison. Richard, ta fille n'a pas fait une erreur. Elle a passé des mois à planifier le vol de mon héritage pour fuir le pays. C'est juste une voiture. Tu es en train de détruire sa vie pour un morceau de métal. C'est là que je l'ai vraiment remis à sa place. Juste une voiture, Richard? Ce morceau de métal, c'était la fierté de mon grand-père. L'homme qui m'a élevé après le divorce de mes parents. Et ta fille comptait la vendre à des criminels au Mexique pour de l'argent sale. La mère de Stéphanie s'est avancée, les larmes aux yeux. John, on sait que tu souffres, mais Stéphanie t'aime. Elle était juste, perdue. Perdue, Barbara? Ta fille a étudié les lois d'extradition. Elle a fabriqué de faux papiers. Elle a planifié ça pendant 7 mois. Ce n'est pas de la confusion, c'est un crime réfléchi et structuré. Son frère Kevin a tenté l'approche juridique, écoute John, si tu retires ta plainte, on peut trouver un arrangement. Stéphanie te remboursera, ira en thérapie, tout ce qu'il faudra. On ne peut pas retirer des accusations fédérales, Kevin. Ta sœur a commis des crimes contre le gouvernement des États-Unis. Ce n'est plus une affaire civile. Ils sont partis après ça, mais je les ai entendus se disputer sur le parking, à propos de qui allait réunir les 500 000 $ pour la caution. Plus tard dans la semaine, la famille de Stéphanie a lancé sa véritable campagne, appel à toute heure, débarquant sur mon chantier, allant même jusqu'à coincer ma mère au supermarché. Toujours le même message, que j'étais vindicatif, que Stéphanie avait fait une erreur, que je devais pardonner et oublier. Le point de rupture est arrivé quand Richard s'est présenté chez moi, un samedi matin, avec un chèque. John, voilà 50 000 $. Laisse tomber les charges et on sera quitte. Richard, ta fille a volé une voiture qui vaut 4 fois cette somme. Tu penses que 50 000 $, ça nous rend quitte? C'est tout ce qu'on a pu réunir sans perdre la maison. Allez John, sois raisonnable. Raisonnable? Ta famille m'a traité comme de la merde pendant 9 ans parce que je travaille avec mes mains. Ta fille a volé la voiture de mon grand-père pour s'enfuir avec son petit ami, et maintenant tu veux que je sois raisonnable? J'ai déchiré le chèque et lui ai tendu les morceaux. Dégage de ma propriété, Richard. Et dis à ta famille que s'il me contacte encore une fois, je porte plainte pour harcèlement. L'expression sur son visage était inestimable. Pour la première fois en 9 ans, Richard Morrison m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Dommage que ce soit arrivé avec environ 8 ans de retard. L'avocat de Brandon a négocié un accord de plaidoyer en premier.
Il s'avère que Monsieur Homme de Mystère International avait dépassé la durée de validité de son visa de travail depuis environ 3 ans. L'ICE s'est montré très intéressé par son dossier, surtout par le fait qu'il avait tenté de fuir au Mexique avec des biens volés. Son témoignage contre Stéphanie a été accablant. Il a exposé toute la conspiration, comment Stéphanie l'avait approché à propos de son mariage malheureux, comment leur liaison avait commencé, comment elle l'avait convaincu qu'il pouvait s'enrichir en vendant ma voiture au Mexique. Mais ce qui m'a vraiment détruit, c'est lorsqu'il a décrit comment Stéphanie parlait de moi. Selon la déclaration de Brandon, Stéphanie lui avait dit que j'étais en dessous de son niveau et qu'elle avait honte d'être mariée à moi. Elle aurait confié que sa famille était mortifiée qu'elle ait épousé un perdant en col bleu et que c'était sa chance d'améliorer sa vie. La femme avec qui j'avais été marié pendant 9 ans pensait que j'étais une gêne pour elle. Brandon a aussi témoigné que Stéphanie avait étudié ma routine quotidienne, savait exactement à quel moment je dormais, et qu'elle avait planifié le vol depuis des mois, à la minute près. Ce n'était pas un crime de passion, c'était un braquage soigneusement orchestré. Lorsque ce fut le tour de Stéphanie de négocier un plaidoyer, son nouvel avocat, sa famille avait hypothéqué leur maison pour payer un cabinet privé à tenter d'argumenter qu'elle avait été manipulée par Brandon. La pauvre petite fille riche égarée par un escroc étranger. Le procureur fédéral Martinez leur a ri au nez. C'est votre cliente qui a contacté Monsieur Kozlov. Elle a planifié le vol, étudié les itinéraires d'évasion, obtenu les faux documents. Monsieur Kozlov n'a fait que suivre le mouvement. Stéphanie a fini par plaider coupable de vol de véhicule fédéral et de tentative de contrebande. La sentence devait être prononcée 2 mois plus tard. Mais c'est là que ma véritable vengeance a commencé. Tu vois, pendant que Stéphanie croupissait en détention fédérale, j'étais occupé. Tu te souviens qu'elle travaillait dans la vente pharmaceutique? Eh bien, les entreprises pharmaceutiques prennent l'éthique très au sérieux. Une condamnation pénale, surtout pour vol et fraude, entraîne un licenciement immédiat et un bannissement de l'industrie. J'ai veillé à ce que son employeur soit informé des accusations fédérales. Je leur ai envoyé des copies des documents du tribunal, des articles de presse, même le témoignage de Brandon à propos de leur conspiration. Stéphanie a été virée en moins d'1 semaine. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai aussi contacté l'organisme de certification professionnelle. La vente pharmaceutique exige une accréditation au niveau de l'État, et une condamnation pour crime entraîne une révocation permanente de la licence. Stéphanie ne retravaillerait plus jamais dans le secteur pharmaceutique. Et même cela ne me suffisait pas. Tu te rappelles comme sa famille m'a toujours traité comme un moins que rien parce que je n'étais pas assez professionnel? Eh bien, il se trouve que les concessions BMW de Richard avaient des pratiques de financement assez douteuses. Rien d'illégal, mais franchement pas éthique, vendre des garanties prolongées à des clients âgés qui n'en avaient pas besoin, augmenter les taux d'intérêt bien au-delà des exigences des prêteurs, ce genre de magouille. J'ai commencé à tout documenter. J'enregistrais les appels téléphoniques, je faisais semblant d'être intéressé par l'achat d'une voiture, tout en rassemblant des preuves de leurs pratiques prédatrices. Ensuite, j'ai contacté la division de la protection des consommateurs du procureur général de l'État. En moins d'1 mois, les 2 concessions étaient sous enquête. L'activité de conseil financier de Barbara n'était pas beaucoup plus reluisante. Elle faisait tourner les comptes clients pour générer des commissions, recommandait des produits d'investissement à frais élevés qui lui profitaient plus qu'à ses clients. J'ai envoyé des signalements anonymes à la FINRA, avec des preuves détaillées de ces violations. Sa licence de valeur mobilière a été suspendue en attendant l'enquête. Kevin, l'avocat, représentait certains clients dans des affaires d'indemnisation des travailleurs tout en travaillant en secret pour les compagnies d'assurance afin de réduire les indemnisations. Un énorme conflit d'intérêts, passible de radiation s'y prouvait. J'avais des preuves, enregistrements téléphoniques, capture d'écran de mai, relevés financiers montrant des paiements des compagnies d'assurance vers son compte privé. Le barreau de l'État s'est montré très intéressé par ma documentation. Au moment où l'audience de condamnation de Stéphanie approchait, toute sa famille faisait face à une destruction professionnelle imminente. Les gens qui m'avaient méprisé pendant 9 ans étaient sur le point de tout perdre. Et tout cela était parfaitement légal. Je n'avais rien inventé. Je n'avais falsifié aucune preuve. J'avais simplement veillé à ce que les autorités compétentes soient informées de leurs pratiques douteuses. Parfois, le système fonctionne vraiment. L'audience de condamnation de Stéphanie eut lieu le 15 décembre. J'ai pris congé ce jour-là pour y assister. Cette fois, pas juste pour tourner la page, mais pour assister à l'acte final de ma vengeance. La salle d'audience était à nouveau pleine, mais la famille Morrison n'avait plus du tout la même allure qu'il y a 8 mois. Richard avait l'air épuisé,
probablement perdu une trentaine de kilos à force de stress. Barbara portait une robe bon marché à la place de ses tenues de créateur habituelles. Kevin avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Ils faisaient tous face à une ruine professionnelle, et ils le savaient. Quand ils ont fait entrer Stéphanie, elle était méconnaissable. La prison n'avait pas été tendre avec la petite princesse de la vente pharmaceutique. Sa combinaison orange pendait sur elle, elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés à la va-vite en une queue de cheval négligée. Son avocate a prononcé un dernier discours désespéré sur la réhabilitation et les secondes chances, expliquant que Stéphanie venait d'une bonne famille, qu'elle avait commis une seule erreur terrible, qu'elle regrettait profondément ses actes. Puis ce fut mon tour pour la déclaration d'impact de la victime. Votre honneur, la prévenue n'a pas simplement volé ma voiture. Elle a volé le dernier lien que j'avais avec l'homme qui m'a élevé. Cette voiture représentait 8 années d'économie de mon grand-père, 30 années de soins méticuleux, et ma promesse de préserver sa mémoire. La prévenue le savait. Elle a vécu avec moi pendant 9 ans, m'a vu entretenir cette voiture chaque week-end, savait exactement ce qu'elle me prenait. J'ai regardé Stéphanie droit dans les yeux pour la suite. Votre honneur, la prévenue et sa famille m'ont traité pendant 9 ans comme si j'étais inférieur à eux, simplement parce que je travaille avec mes mains. Ils ont toujours fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur pour leur fille, pas assez professionnel pour leur cercle social. Et quand la prévenue a décidé d'améliorer sa vie, elle a essayé de voler l'héritage de mon grand-père pour le financer. Stéphanie pleurait maintenant, mais je n'avais pas terminé. Votre honneur, j'ai passé la dernière année à reconstruire ma vie et à découvrir qui était vraiment ma femme. La prévenue ne m'a pas seulement trahi. Elle a planifié ma destruction pendant des mois, tout en prétendant m'aimer. Elle a fait ses choix. Elle doit maintenant vivre avec les conséquences. Le juge Williams a feuilleté ces documents puis s'est adressé directement à Stéphanie. Mademoiselle Morrison, vous avez orchestré une conspiration criminelle sophistiquée, couvrant plusieurs États et impliquant de la contrebande internationale. Le tribunal juge vos actions particulièrement graves, compte tenu du niveau de planification et de trahison impliqué. Vous êtes par la présente condamné à 7 années de prison fédérale, suivie de 3 années de probation surveillée. Vous devrez également verser un remboursement intégral de 45 000 $ pour les frais d'enquête, de mise en fourrière et d'indemnisation de la victime. 7 ans. Stéphanie allait passer cette année en prison fédérale. Sa famille était en pleurs. Mais la véritable dévastation ne faisait que commencer. En sortant de la salle d'audience, Richard m'a attrapé par le bras. « John, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Je les ai suivis jusqu'au parking, où toute la famille Morrison attendait. Pour la première fois en 9 ans, ils me regardaient autrement qu'avec condescendance. « John, » a commencé Richard, « on sait que tu es en colère contre Stéphanie, mais ce que tu as fait à nos entreprises, c'est aller trop loin. » Ce que j'ai fait, Richard ? Je n'ai rien fait à vos entreprises. J'ai seulement veillé à ce que les autorités compétentes soient informées de vos pratiques. Barbara pleurait. Tu es en train de détruire des innocents. Kevin risque d'être radié. Richard pourrait perdre ses 2 concessions. Mes clients me poursuivent. On va tout perdre. Tout perdre, Barbara ? Tu veux dire comme j'étais censé tout perdre quand ta fille a volé mon héritage. Kevin s'est avancé, tentant une sortie d'avocat. Écoute John, on comprend, tu es en colère. Mais si tu retires tes plaintes aux autorités de régulation, on peut te dédommager. Quelques centaines de milliers de dollars, pas de questions posées. Quelques centaines de milliers, Kevin ? Et d'où exactement un avocat radié, un vendeur de voitures sous enquête et une conseillère financière suspendue vont-ils sortir ce genre de somme ? Ils se sont tous regardés, réalisant qu'ils venaient d'avouer qu'ils avaient des avoirs cachés. Tout en prétendant être ruinés. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Stéphanie va purger cette année. Richard va perdre ses concessions quand l'État découvrira toutes ses ventes frauduleuses de garantie prolongée. Barbara va perdre sa licence quand la FINRA découvrira ses pratiques de rotation douteuses. Et Kevin retourner des burgers quand le barreau passera en revue ses dossiers d'indemnisation des travailleurs. Richard devenait désespéré. John, s'il te plaît, on est de la famille. Stéphanie est toujours ta femme. Était ma femme. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Et la famille, Richard ? Tu as passé 9 ans à me faire comprendre que je n'étais pas assez bien pour faire partie de la vôtre. Pourquoi je t'aiderais maintenant ? Je me suis dirigé vers mon camion, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et Richard,
La prochaine fois que tu rencontreras le mari de ta fille, peut-être évite de le traiter comme une merde pendant une décennie. On ne sait jamais quand ce loser en col bleu pourrait s'avérer plus intelligent que tu ne l'imaginais. L'expression de défaite totale sur leur visage valait chaque minute de l'année écoulée. Cela fait 14 mois depuis la condamnation de Stéphanie, et la chute de la famille Morrison a été tout ce que j'espérais, et même plus. Richard a perdu ses 2 concessions BMW en moins de 6 mois. L'enquête de l'État a révélé une fraude systématique remontant à plusieurs années, pas seulement les escroqueries de garantie que j'avais documentées, mais aussi des manipulations de compteurs kilométriques, des blanchiments de titres, et même la vente de véhicules endommagés par des inondations sans divulgation. Il fait maintenant face à des accusations criminelles et doit environ 2 800 000 $ en amende et dédommagement. Le cabinet de conseil financier de Barbara s'est effondré lorsque la FINRA a révoqué sa licence de façon permanente. 3 recours collectifs ont été intentés par d'anciens clients qui ont perdu de l'argent à cause de ces pratiques de rotation. Elle travaille maintenant au comptoir maquillage d'un grand magasin, pour environ 12 $ de l'heure. Kevin a été radié du barreau le mois dernier. L'histoire des indemnisations des travailleurs n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il s'est avéré qu'il entretenait des conflits d'intérêts en tout genre depuis des années. Il conduit désormais pour une société de transport de passagers tout en essayant de trouver un emploi qui ne nécessite pas de diplôme de droit. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils essaient encore de me demander de l'aide. Les appels ont commencé il y a environ 6 mois, d'abord Richard, puis Barbara, ensuite Kevin, tous avec le même discours. Ils avaient appris leur leçon. Ils regrettaient la façon dont ils m'avaient traité. Est-ce que je pouvais les aider à arranger les choses? John, je sais qu'on a eu nos différends, mais tu es le seul qui puisse arrêter tout ça, m'a dit Richard lors d'un appel particulièrement pathétique. Tu connais du monde dans les métiers. Tu pourrais nous recommander, leur dire qu'on n'est pas de mauvaises personnes. Richard, tu as passé 9 ans à dire à tout le monde que les gens des métiers étaient inférieurs à toi. Pourquoi ils m'écouteraient maintenant? Les tentatives sont devenues de plus en plus désespérées à mesure que leur situation empirait. Barbara m'a proposé de faire le ménage chez moi gratuitement. Kevin a proposé des services juridiques pro bono avant d'être radié. Richard a même proposé de me donner l'une de ses voitures avant que l'État ne les saisisse. Tout ce que j'avais à dire, c'était un mot, non. Les appels de prison de Stéphanie ont commencé il y a environ 3 mois. Les détenus fédéraux ont un temps d'appel limité, et elle a utilisé le sien pour me supplier d'aider sa famille. John, s'il te plaît. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais ma famille ne mérite pas ça. Ils sont en train de tout perdre à cause de moi. Non, Stéphanie. Ils perdent tout à cause d'eux-mêmes. Moi, je me suis juste assuré que les bonnes personnes découvrent la vérité. Ma mère bosse dans la vente au détail, mon père risque la prison. Tu dois faire quelque chose. En fait, non, je ne dois rien faire. Tout comme toi, tu n'étais pas obligé de voler la voiture de mon grand-père. Et pourtant, tu l'as fait. Le mois dernier, Kevin s'est pointé sur mon chantier. Mon équipe installait des gaines électriques pour un nouveau bâtiment de bureau, quand ce type fatigué en costume bon marché m'a approché pendant la pause déjeuner. John, c'est Kevin. Le frère de Stéphanie. Je l'ai à peine reconnu. Il avait maigri, une coupe de cheveux lamentable, une barbe de 3 jours, on aurait dit qu'il dormait dans sa voiture. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir, mais je suis désespéré. Le job de chauffeur ne couvre même pas mon loyer. Je vais être expulsé la semaine prochaine. Tu pourrais me recommander quelque part? Je prends n'importe quoi, construction, électricité, peu importe. Kevin, tu as passé 9 ans à dire que le travail manuel était en dessous de toi. Tu te souviens quand tu me présentais comme l'électricien, comme si c'était une maladie. C'était stupide. J'étais jeune, arrogant. Je suis désolé. Tu avais 34 ans, Kevin. Pas jeune. Juste un con. Il s'est littéralement mis à genoux devant toute mon équipe. S'il te plaît, John. Je ferai n'importe quoi. Même au salaire minimum. Je balayerai le sol s'il le faut. Ma femme m'a quitté, elle a emmené les enfants. Il ne me reste rien. Mes gars ont tout vu. Des hommes qui bossent dur, sans jamais se plaindre. Voir cet ex-avocat mendier une chance, c'était franchement jouissif. Kevin, voici un conseil gratuit. Il y a un McDonald's à environ 3 km par là. Ils embauchent toujours. Dis-leur que tu es motivé à travailler dur et à être ponctuel. Ne mentionne pas ton diplôme de droit. Ils te trouveraient surqualifié.
Il s'est mis à pleurer. John, s'il te plaît. Dégage de mon chantier, Kevin. Et ne reviens plus. Le regard de pure humiliation qu'il avait en repartant sous les yeux de Megha, mon Dieu, ce que c'était bon. Il y a 2 semaines, Richard a fait une ultime tentative désespérée. Il est venu chez moi un dimanche matin, l'air d'un sans-abri. Apparemment, il vit maintenant dans un studio et travaille dans un petit garage comme vendeur à la commission uniquement. John, je me mettrai à genoux s'il le faut. Ma femme est malade. Le stress de tout ça lui a causé une crise cardiaque. On n'a pas les moyens de payer ses médicaments. Tu pourrais nous prêter juste assez pour couvrir ses ordonnances? Richard, tu te souviens quand tu m'as dit, le jour du mariage de ta fille, que je n'arriverais jamais à rien parce que je manquais d'ambition? Tu te souviens quand tu disais que Stéphanie gâchait son potentiel avec quelqu'un comme moi? J'avais tort. J'étais un idiot arrogant. S'il te plaît, ma femme est en train de mourir. Ta femme aurait dû y penser avant de passer 9 ans à me traiter comme une merde. Vous avez tous fait vos choix, Richard. Tout comme Stéphanie a fait les siens. J'ai fermé la porte et je l'ai regardé à travers la fenêtre, assis dans sa vieille Honda Civic pendant une dizaine de minutes, sans doute en train de rassembler le courage d'essayer encore. Finalement, il a démarré et s'est éloigné. Ce fut la dernière fois que l'un d'eux m'a contacté. Stéphanie a encore 5 ans et demi à purger. Sa famille est détruite. Leur argent a disparu. Leur réputation est ruinée. Ils sont passés de l'élite des clubs de golf à la classe laborieuse en moins de 2 ans. Pendant ce temps, j'ai récupéré la Shelby en parfait état. Mon entreprise prospère. Il s'avère que lorsqu'on raconte votre histoire dans les journaux comme un homme qui s'est défendu face à des criminels, ça améliore sacrément la réputation. Je fréquente une femme géniale qui s'appelle Amy. Elle trouve la voiture de mon grand-père magnifique et adore entendre des histoires sur lui. Certaines personnes me demandent si je me sens coupable de ce qui est arrivé à la famille de Stéphanie, si je ne suis pas allé trop loin avec les plaintes aux régulateurs et les enquêtes sur leurs affaires. Honnêtement, pas une seule seconde. Ils m'ont traité comme de la merde pendant 9 ans parce que je travaille avec mes mains. Ils ont toujours laissé entendre que je n'étais pas assez bien pour leur fille, pas assez professionnel, pour leur cercle social. Et quand leur fille a décidé de détruire ma vie, ils auraient fêté sa réussite si elle s'en était sortie. Je n'ai pas détruit la famille Morrison. J'ai simplement refusé de les laisser me détruire, et je me suis assuré que leurs propres actions se retournent contre eux. Le système a fonctionné exactement comme il devait. Les gens mauvais ont été punis. La victime a obtenu justice. Et tout le monde a appris que les actions ont des conséquences. Stéphanie est en prison fédérale, là où elle doit être. Sa famille fait face aux conséquences de leur propre comportement criminel. Et moi, je vis ma meilleure vie, avec la voiture restaurée de mon grand-père et ma réputation intacte. Parfois, la vengeance est vraiment un plat qui se mange froid.